Rapproche-toi, Sophie. Alors, je reprends mes petites notes. En fait, cette table ronde, après moult discussions, on a décidé de l'appeler brand safety, transparence, ciblage, premiumisation, séparer le bon grain de l'ivraie. Tellement c'est vrai que en fait, le programmatique a des potentialités, a des promesses, mais permet aussi de détecter ce qui ne va pas. Et je pense qu'on a deux personnes aujourd'hui tout à fait même de parler de ça. Donc Denis Gaucher, peut-être on va commencer avec toi, parce que tu as quelques chiffres qui vont cadrer un peu. Je pense qu'il était utile à ce stade de faire parler à l'Institut. On va prendre un peu de temps s'il le faut. Si c'est pas clair, posez des questions, parce que là, voilà, on rentre un peu dans des chiffres. Je vous rassure, c'est des slides très clairs. Merci Andrés. Donc oui, pour démarrer cette discussion, en fait, j'ai quelques chiffres à vous présenter sur le marché publicitaire. La première chose, c'est qu'en fait, nous observons en fait une décroissance du marché publicitaire au global de 1,3% à fin septembre. Donc la méthodologie, ce chiffre correspond à une évolution des dépenses publicitaires de janvier à septembre en comparaison par rapport à l'année précédente. Dans ce contexte, il y a un levier qui est positif, c'est le levier digital, qui, lui, est en progression de 4% sur ces 9 premiers mois de l'année. Donc le digital, dans cette étude, c'est la somme du display et du search. Si on fait un petit focus sur qui utilise, on s'aperçoit qu'en fait, sur la partie display, aujourd'hui, nous recensons 17 331 annonceurs, ce qui est une très très belle performance, et avec une augmentation par rapport à l'année dernière de 7%. Donc, ce qui veut dire que de plus en plus d'annonceurs utilisent ce levier de communication, et on s'aperçoit également qu'il y a de nouveaux annonceurs qui rentrent en fait dans ce comptage. Au niveau des secteurs les plus actifs, qui représentent une partie importante de cette communication, on retrouve la distribution, les services et tout ce qui est établissement financier et assurance, qui à eux trois représentent pratiquement la moitié de cette pression publicitaire. Donc ces chiffres sont toujours entre le mois de janvier et à fin septembre. Et tous ces chiffres sont en net. J'ai rajouté sur cette slide en fait, une information assez importante, c'est qu'en fait on peut considérer aujourd'hui, en utilisant, donc ça c'est un chiffre issu du baromètre SRI UDCAM, que la part du programmatique représente 30%, avec une évolution sur cette année, sur les 6 premiers mois de l'année, de 50%. Un petit focus sur le format, toujours en augmentation. Donc on voit vraiment que la partie digitale, la partie display, etc. est très très dynamique. Et on se rend compte que le nombre d'annonceurs qui utilisent le format vidéo, qui utilisent le format bannière, augmente. En fait, on se rend compte depuis des années que c'est en permanence une augmentation. Et au niveau de la vidéo in-stream, aujourd'hui, nous recensons plus de 1000 annonceurs utilisant ce canal et ce format de communication. Et sur la partie display, 17 000 annonceurs avec une augmentation de 7%. Donc beaucoup de points positifs sur cette partie digitale, avec vraiment une envie, et je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des annonceurs, systématiquement dans tous les plans de communication, intègrent une approche digitale. Tout n'est pas rose. Donc il y a sûrement des choses, et ça va être notre sujet de conversation juste après, mais tout n'est pas rose. Alors vas-y, fâche-toi avec l'audience. Comment ? Vas-y, fâche-toi avec l'audience, c'est le moment. Non, mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on analyse tout ce qui est ad vérification, 51% des impressions servies n'ont jamais été vues.
Donc, qu'est-ce qu'on appelle jamais été vu? C'est qu'en fait, on reprend les critères de l'IAB. C'est-à-dire que pour qu'une bannière soit vue, il faut au moins que 50% de sa surface soit visible durant 1 seconde. Donc, en fait, on se rend compte que seulement 38% respectent cette consigne. Et sur un deuxième slide, un chiffre aussi également qui semble assez important. Sur la première partie, sur tout ce qui est ad vérification, ce pourcentage de 51% que je citais au préalable, par rapport à notre dernier baromètre, est en augmentation de 2% environ. Et sur la partie brand safety, 93% des bannières se trouvent sur des sites appropriés. Et là, on s'aperçoit vraiment une évolution qui est très positive parce que à chaque baromètre, ce pourcentage augmente. Donc, il n'y a que 7%, je dirais, qui se retrouvent sur des sites qui ne sont pas forcément adaptés à la communication et principalement sur 2 typologies de sites. Tout ce qui est téléchargement, ce qu'on appelle copyright, mais téléchargement illégaux, et sur des sites où en fait les contenus sont un petit peu tendancieux. Ok, moi j'avoue, ça me paraît peu, vu tout ce qui se dit sur le sujet. J'avais l'impression que c'était une très très grosse majorité. Sur la partie brand safety? Ouais, sur la partie site à contenu abusif. Non, parce que je pense qu'il y a vraiment en fait... ce qu'on constate, c'est que je pense qu'il y a des règles qui sont de plus en plus respectées sur ce sujet. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, le chiffre de 93% était beaucoup plus faible et qu'à chaque fois que l'on fait maintenant des baromètres tous les 6 mois sur cet aspect, eh bien on s'aperçoit que ce chiffre tend vers les 100%. Sophie, est-ce que tu veux réagir? Bonjour à tous. Sophie, ça marche? Le micro ne marche pas. Ça marche? Ouais. Est-ce que tu veux réagir à ça? C'est quoi ta vision sur, je dirais, le côté propre ou alors un peu mauvaise herbe du web? Comment est-ce que tu réagis? Je te fais réagir, mais j'aimerais après un peu connaître un peu ce que vous faites quand même en programmatique. Qu'est-ce que ça représente chez vous? Évidemment, ces phénomènes, on ne peut pas les nier. Alors, je rappelle quand même que le digital est passé le 2e média l'année dernière. Donc, ça suppose que le média prenne ses responsabilités et soit exemplaire et démontre finalement sa maturité autour de sa structuration. Donc, encore une fois, on est abreuvé toutes les semaines d'articles et de surenchères de chiffres. On en a vu encore là à l'instant sur la brand safety, les robots, etc. etc. Donc, en effet, il ne faut pas le nier. Ça existe depuis longtemps finalement. C'est juste que maintenant, on peut le mesurer. Donc, quelque part, on peut le contourner. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que d'un point de vue, finalement, de l'industrie dans son ensemble, c'est plutôt une formidable opportunité de regagner en qualité sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Chez nous, Orange, c'est l'occasion de rappeler que nous sommes, et nous resterons toujours, un partenaire de confiance. Pourquoi ? Parce que ça tient à la nature même de la relation qu'Orange entretient avec ses abonnés au travers du portail, avec 3 fondamentaux, la qualité, le respect et l'expérience client. Ça a l'air de rien, mais l'expérience client aujourd'hui, c'est ce qui doit être remis au centre. Et nous, on constate justement sur les études de satisfaction, sur le contrat de lecture, que plus de 95% de nos abonnés internautes sont satisfaits sur tous les critères de contrat de lecture. Et ils sont finalement assez peu, moins de 2%, à mentionner, faire état de la pub qui les dérange. C'est vraiment peu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un taux d'adblocking significatif, mais plutôt... Mais qu'est-ce qui explique ça? Parce que c'est plutôt au-dessus de la moyenne. Alors, ce qui montre bien que le problème est complexe, parce que nous, on a des guidelines très précis depuis toujours sur l'implémentation de la pub, avec effectivement tous les critères qui respectent la navigation, avec pas de format recouvrant, du capping, de l'utilisation de la data respectueuse, tu en parlais tout à l'heure avec justement le retargeting. Donc, on est plutôt un acteur exemplaire depuis toujours. Pour autant, on a quand même un taux d'adblocking. Donc, nous,
je pense que de toute façon, individuellement, on ne peut pas faire face au problème. Il faut vraiment avoir une action collective. Jean-Luc en parlait tout à l'heure. Alors, tu prends ta casquette TCRI ? Oui, aussi, mais je pense que on doit peut-être mettre en place un New Deal avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur qui s'engagent autour de bonnes pratiques. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est pas simple parce qu'effectivement, le SRI, l'IAB, le GES, l'UDICAM, on se parle tous, mais il faut qu'on arrive à créer un pacte de responsabilité. Donc, on y travaille. Et ça sera vraiment l'enjeu parce que même si individuellement on fait ce qu'il faut, là j'ai témoigné pour Orange, il n'empêche qu'on n'aboutira pas en dehors d'une action collective. Alors justement au SRI, ce qu'on a fait, c'est qu'on est en train de revoir l'évolution de notre charte qualité. Ça aussi, c'est pas simple parce qu'il faut mettre autour d'une table 26 régies et se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par respect de la navigation de l'internaute. Donc là, on a des grandes discussions. Donc voilà, enfin, en tout cas, on a entamé cette démarche et on a également abouti déjà sur certaines démarches comme, je l'annonce un peu en avance de phase, un label mobile qui consiste en fait à certifier l'ensemble de nos régies. Dièse label mobile. Comment ? Je dis dièse label mobile. Dièse label mobile. Effectivement, Myriam, j'espère que j'ai le droit d'en parler, oui, presque, mais quand même, c'est un peu le sujet. Donc un label mobile, mais je trouve que c'est bien illustratif de ce qu'on arrive à faire, et c'est un gros boulot, mais on arrive à effectivement lancer ce label mobile qui consiste à certifier, avec un tiers certificateur, les bonnes pratiques, je dirais, sur tout le process de vente de nos membres régies. Et donc ça va vers de la qualification du service, de la qualification de l'offre, et c'est un vrai aboutissement concret. Alors, je t'arrête un peu parce que je voudrais quand même qu'on parle, et c'est bien et généreux de parler pour la profession, mais côté Orange Advertising, c'est pas n'importe qui, c'est le plus gros opérateur télécom, il y a beaucoup de data. Moi, je voudrais savoir, pour séparer le bon grain de livret, c'est quoi vos KPI ? C'est quoi vos méthodologies ? Je crois qu'il y a un nouveau mot barbare, on a dit qu'on ne prononcerait pas, qui est le VCPM. Je m'abuse de... Je n'ai pas dit que je ne le prononcerais pas. Alors moi, je l'ai prononcé avant. Alors, c'est quoi concrètement ? C'est quoi vos KPI ? C'est quoi vos taux ? Comment vous travaillez méthodologiquement ? Et après, en termes d'outils, et peut-être qu'on redonnera la parole à Denis, comment vous travaillez ? En quelques minutes. Alors, les KPIs, ils sont complètement connectés aux mesures d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'est lancé dans l'aventure OCR il y a quelques temps parce que ça devenait un standard, et donc là-dessus, on a adapté nos offres pour être dans une approche d'engagement. Et puis sur le programmatique, je rappelle que quand on s'est lancé, nous, avec notre place de marché Orange Market, en 2012, on a pris le positionnement du 100% transparent dès le départ, avec 100% des URL visibles, ce qui n'était pas du tout la façon dont le marché procédait. Et je vois aujourd'hui que finalement, certaines autres places de marché nous emboîtent le pas. Je pense que ça correspond à une demande client. Le programmatique, c'est quelle part ? Tu peux nous dire ça ? Le programmatique, c'est quelle part ? Qu'est-ce que ça représente ? C'est 30%. On est à peu près dans la tendance marché qui était annoncée tout à l'heure. Donc ça c'est le premier point. Et puis finalement, quand on regarde bien ce qu'Apnexus a fait, puisqu'on utilise cette techno, cet été, ils ont cleané l'ensemble de leurs inventaires, et ce qui a amené à mettre dehors 65% de leurs transactions. Nous, ça n'a eu aucun effet sur l'inventaire qu'on a dans la plateforme. Donc, on est de toute façon bien dans une approche transparente, qualitative, et finalement, dans une tendance de premiumisation de marché, on réémerge comme un acteur essentiel sur la confiance, sur la brand safety. Tu utilises combien d'outils ? On les teste tous. Un peu travaillé là-dessus et j'étais impressionné. On les teste tous nécessairement. Après, là, il y a... en mesure, j'entends. Oui. Là, la difficulté aujourd'hui, même si on va y voir plus clair très bientôt, c'est pour la mesure effectivement de
de la visibilité, du tracking robot, etc. Là, il y a énormément de mesureurs. C'est pour ça que avec le SRI a pris l'initiative de mandater le CESP il y a quelques mois pour auditer, entre guillemets, tous ces mesureurs. Il y en a 8, je crois, qui sont audités. Parce que chacun a sa méthodologie. Donc, c'est vrai que ce n'est pas clair. Ce qui suppose là, on est un petit peu entre deux eaux où le marché teste aussi. Donc, on se retrouve avec X tags sur les campagnes. Ça devient un peu compliqué pour les AdOps pour mettre en ligne les campagnes. Et puis, finalement, pour se dire quel est le mesureur à retenir. Donc, nous, on vient de lancer une offre de visibilité où on ne fait payer que les impressions visibles. On a choisi 3 mesureurs, Integral Ad Science, j'en oublie un, Moat et Mitrix. Pas Kantar, On couvre, je dirais, une grosse partie de la demande marché aujourd'hui. Après, si on va en rajouter, on en rajoutera. Mais on attend déjà les conclusions du CSP sur l'audit qui est en cours. Non, mais ce qui ressort dans cette approche bon grain, c'est l'importance de la mesure, l'importance des méthodos. Là-dessus, Denis, quelle est ta vision sur le marché français? Tu couvres, Kantar couvre beaucoup de marchés. C'est quoi ta vision sur l'approche des acteurs? Ma vision, mon sentiment, et je rejoins ce que disait Sophie, c'est qu'en fait, je pense qu'on a besoin, et c'est de mesures référentes. Dans les différents domaines, on a besoin de mesures référentes parce que je pense que c'est un moyen d'avoir un langage commun entre les différents acteurs. Sur le chart de Jean-Luc tout à l'heure, quand il expliquait les régies, les agences, les annonceurs, en fait, c'est un dialogue permanent. Et le fait d'avoir des mesures qui sont référentes, ça permet de parler le même langage. Et naturellement, ça permet d'avoir beaucoup plus de transparence à partir du moment où il y a un référent. Donc ça, c'est la première chose. Et l'initiative du SRI d'avoir une méthodologie et de sélectionner au niveau de l'ad vérification, brand safety, quelques acteurs, je pense que c'est une très bonne chose. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut absolument aller dans ce sens-là. La deuxième chose, c'est quand j'observe, quand on regarde dans les autres pays, on est assez, en France, convaincu et avancé sur le sujet. Les études, les KPI sont des choses qui sont importantes pour le marché français. Enfin, une petite anecdote, en fait, j'étais aux États-Unis la semaine dernière et puis en fait on parlait d'un sujet très similaire sur les études et quand j'expliquais en fait comment fonctionnait le marché français, on m'a répondu quand on t'écoute, on a l'impression que tous les Français sont des mathématiciens et qu'en fait systématiquement les sociétés françaises et les utilisateurs en France ont besoin de savoir comment cela fonctionne. On a besoin de comprendre. C'est dans nos gènes, c'est dans notre nature, etc. Donc c'est bon signe parce que ça prouve quand même qu'en fait on va dans le sens de cette utilisation d'outils et d'études en fait référentes au niveau du marché publicitaire. Et je pense que c'est un moyen de restructurer, de bien structurer le marché. C'est vrai que le fait de mettre des mesures aussi bien au niveau de l'audience, au niveau de la mesure de l'efficacité, de l'ad vérification, de suivi de la pression publicitaire, donc toutes ces études qui permettent de piloter, de conseiller, de prendre les bonnes décisions, aujourd'hui ce sont dans le monde digital des études qui sont coûteuses et c'est un peu le prix à payer d'investir dans ces mesures pour arriver à avoir quelque chose qui soit représentatif. Ok, on va vers la fin. Je déborde un tout petit peu. Est-ce que tu veux me dire en une phrase un exemple d'un cas probant chez Orange, voilà, dans cette premiumisation? Un exemple qui te viendrait en tête d'uplift grâce à la brand safety, grâce à la viewability. La brand safety, c'est pas tout à fait en lien forcément avec l'efficacité, malheureusement. Mais chez vous en particulier. Finalement, c'est plus au travers de la data qu'on va avoir des exemples d'efficacité. Et alors là, s'il faut le dire en un mot, c'est difficile. Pas de campagne en tout cas, chose que je peux dire, c'est que il est indéniable, et je ne vais surprendre personne, de dire que la first party data des éditeurs est la plus efficace
Et on est vraiment dans un cercle vertueux quand on sait la manager, quand on sait l'exploiter, quand on sait l'enrichir. Donc nous, c'est un peu dans l'ADN, la data chez Orange, donc on s'appuie totalement sur la first party data qu'on enrichit maintenant avec, on a notre propre DMP régie bien sûr, mais on enrichit maintenant avec la DMP d'Orange Opérateur, et ça c'est très intéressant. Ça nous fait passer d'ailleurs de 60 millions de cookies à 120 millions de cookies, et ça nous permet d'exploiter le surf des abonnés Orange, d'internautes, sur la partie espace client. Donc inutile de vous dire que ça nous fait créer des segments extrêmement précis et pertinents, dont on voit déjà qu'on tire une valeur en termes de CPM et de monétisation. Et les premiers tests qu'on a pu faire avec également des bases de données de géomarketing, de la connaissance client d'Orange, montrent des uplifts d'entre 20 et 50% sur des taux d'engagement ou des taux de transfo, puisqu'il faut aller vite. Tout à fait. Voilà. Je suis désolé. Bon, parfait. On ne peut pas continuer. Moi, j'ai encore plein de questions. J'en avais une un peu provocatrice qui était quand même, est-ce qu'il n'y a pas trop de mesures à force de multiplier les tags, à force de multiplier les méthodologies? Est-ce que finalement, ce n'est pas le serpent qui se mord la queue? Oui, non? Andrés, non, il n'y aura jamais trop de mesures. Il faut effectivement qu'on arrive maintenant à statuer sur quelles sont les méthodologies, voire avoir des grilles de lecture là-dessus, mais tout ce qui va dans le sens de mesurer le média va dans le sens de le structurer. Et donc, à partir de là, il ne faut pas tomber dans le débat, il y a trop de mesures. Denis? Non, je suis assez. Trop de mesures, je ne sais pas si c'est le terme, mais il faut seulement que les mesures soient référentes. Et quand il y a des mesures qui peuvent venir être un petit peu en contradiction avec d'autres, c'est ça qui pose problème par rapport aux médias. Mais Donc le fait d'avoir des mesures, et comme c'est un écosystème comme assez compliqué, c'est vrai qu'on a besoin de mesures pour arriver à anticiper de nombreuses choses. Non, mais moi, j'aime bien cette idée de mesures référentes. Il y a ce besoin d'uniformiser, de parler de la même chose. C'est ce qu'on disait au début. Et effectivement, ça complique un peu. Mais bon, le marché est en train de se créer. Merci à vous. Merci. Merci.